Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce second live Community First. Community First, c'est le sujet que j'ai choisi. Alors, pourquoi? Parce que c'est une stratégie dont on parle énormément dans le Web3 et je voulais absolument qu'on en parle assez rapidement. Et en fait, ce qu'on va voir tous ensemble aujourd'hui, c'est comment créer une communauté, pourquoi en fait cette stratégie est intéressante. Et pour ça, j'ai invité des projets qui s'appuient sur cette communauté, sur leur communauté, ou qui ont même construit leur projet par et pour leur communauté. J'ai aussi invité des experts qui vont vous donner, j'imagine, des bons conseils si vous voulez vous lancer dans cette stratégie. Je voudrais d'abord remercier les intervenants qui m'ont rejoint déjà dans le studio et que je vais vous présenter euh, chacun leur tour. Et ensuite, on va échanger sur plusieurs thèmes. On va d'abord commencer par les questions essentielles. La première, c'est est-ce qu'on peut construire à partir de rien, à partir de zéro, une communauté? Et ensuite, voir pourquoi, quel est l'intérêt, pourquoi un projet choisit cette stratégie. Ensuite, on va un petit peu aborder en fait deux thématiques principales qui permettent, deux piliers qui permettent de construire une communauté que j'ai choisi. On verra, enfin, il y en aura peut-être d'autres qu'on va aborder, mais la gamification et ensuite comment trouver des contenus, comment s'appuyer sur des contenus pour créer et développer, fédérer autour d'un projet. Et donc, bah, je vais commencer tout de suite par le tour de table et on verra ensuite si on a le temps de présenter les projets plus longuement. Je pense que dans les commentaires, certains vont venir vous poster des liens pour pouvoir ensuite pousser vos recherches sur les projets et les entreprises qui vont venir intervenir ici. Donc voilà, je suis ravie. On commence tout de suite avec le tour de table. Je vous lance le petit jingle. Alors, il est où celui-là? C'est parti, le tour de table. Je vais commencer par Larry. Alors, Larry, toi, tu es installé à Barcelone, donc on est un peu on est dans le même pays. Moi, je suis à côté de Malaga. Tu as d'abord travaillé dans le marketing digital. Tu as une agence avec des clients en Espagne, en France, aux États-Unis. Depuis 2019, tu t'es lancé à fond dans la crypto et un peu plus tard dans les NFT. Et tu as cofondé High Five. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a vraiment une très très belle communauté et que ça s'est fait extrêmement rapidement. Donc, pour commencer, peut-être, est-ce que tu pourrais compléter ta présentation et me dire d'où vous est venue l'idée en fait à ton équipe de lancer ce projet et peut-être nous en dire un peu plus sur ce en quoi ça consiste. Carrément. Bonjour à tous et hello, merci de me recevoir et de nous recevoir d'une High Five. Larry Cohen, comme tu as dit, moi je suis issu d'une formation à la base de marketing digital, donc j'ai monté mon agence et voilà, on a des clients un peu partout dans le monde. L'idée d'un projet NFT, elle est venue finalement assez naturellement avec nos partenaires. On est parti de constats assez simples. Le premier, c'était que quand on en parlait à nos familles, à nos amis autour de nous, la plupart du temps, on avait des réponses, voilà, on nous disait on comprend pas, c'est une photo, c'est un JPEG, il n'y a pas d'utilité. Donc ça nous énervait un peu et on savait que si nous, on allait créer quelque chose, on voulait voilà, que ce soit vraiment quelque chose d'utile et compréhensible finalement par tout le monde, par mon père, ma petite sœur, vraiment n'importe qui. Le deuxième point qui nous a fait vraiment se lancer dans ce projet High Five, c'était, on est tous les deux, moi et le cofondateur Lucien, impliqués dans des causes caritatives. Moi personnellement dans celle des abeilles du coup. Et on est parti d'un autre constat qui était assez simple, c'est que la plupart des personnes qui aident ces associations et qui font partie de ces associations, finalement, sont déjà sensibles aux causes qu'elles aident. Et les associations ont énormément de mal à aller toucher un public un peu plus large pour aller voilà, avoir encore plus de fonds et aider encore mieux la cause. Ok, bah super intéressant. On va en savoir plus tout au long de l'émission à travers les thèmes qu'on va voir ensemble. Alors, je vais passer à Paul. C'est parti. Alors,
Il est où, Paul? Il est là. Bonjour Paul. Alors toi, tu es ingénieur de formation, tu as été consultant et tu as investi dans des startups aux US. Aujourd'hui, tu crées le Nix Capital Club. Alors, ce que j'aimerais savoir pour commencer, c'est comment tu as investi dans des startups US. Et puis après, tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur Nix Capital Club et voilà ce que vous introduire globalement ce que vous allez proposer. Merci Agathe, enchanté à tous et merci de nous recevoir. Pour ta première question, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelle Léonis Investissement. Ah oui, je connais, ouais. Et Mm. en fait, c'est une personne qui va nous proposer quasiment uniquement des startups de la Silicon Valley qui viennent du Y Combinator. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai investi dans des startups de la Silicon Valley. Et j'ai failli le faire aussi. Bah, franchement, c'est assez intéressant. Pour revenir au sujet, avec Raphaël, mon associé, on a monté donc Nix Capital Club depuis décembre. À la base, ça part d'une idée un peu comme Larry, d'essayer d'apporter de l'utilité dans le monde des NFT, parce qu'à cette époque-là, à partir de décembre, il n'y avait pas forcément d'utilité, c'était vraiment que du JPEGs. Et nous, ce qu'on voulait proposer, c'était vraiment un investissement qu'on pouvait conseiller à nos amis et à nos familles, et d'essayer de créer un actif qui ait une vraie valeur intrinsèque. Donc pour ce faire, en fait, on va adosser des actifs sur notre NFT. Donc ce qui s'apparente en final à un fonds d'investissement qui sera accessible via notre NFT qu'on va vendre. Et le mode d'organisation, c'est un DAO, donc justement pour impliquer tous les membres et tous les futurs investisseurs dans toutes les décisions d'investissement et les décisions d'organisation du fonds d'investissement. Super, bah pareil, on découvrira un peu plus surtout sur l'aspect communautaire et comment, parce que là vous venez de démarrer, donc vous êtes en train de commencer en fait à créer une communauté autour de votre projet. Ça va être très intéressant de voir ce que vous avez prévu. Exactement. Alors maintenant je vais présenter Tony. C'est parti, je t'ajoute. Bonjour Tony. Alors toi tu as fait 3 ans chez Tesla, finance, focus produit, commercial aussi. Et ensuite, tu es aujourd'hui le président de Humble Luck Ball. Alors là, je résume, la crypto-monnaie faite pour la communauté. Donc c'est aussi la création d'un consensus de preuve d'entrée. J'aimerais bien savoir un peu comment pareil t'es venue l'idée et puis en savoir un peu plus voilà, sur ce qu'est cette preuve d'entrée rapidement. Oui, bonjour Agathe. Alors merci, comme effectivement pour les personnes qui sont invitées ici, merci beaucoup du coup pour l'invitation et puis pour qu'on puisse parler justement de l'aspect communautaire on va dire de l'univers Web3. Concrètement, en effet, moi je suis dans les cryptos depuis 2016. Je me suis vraiment beaucoup intéressé en fait à la technologie en fait derrière, surtout Bitcoin et ensuite du coup Ethereum aussi qui est venu depuis 2014. J'ai vraiment regardé tout ce qui était du coup smart contract, comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'était un ERC20, qu'est-ce qu'est un ERC 721 qui est utilisé pour les NFT. Et en 2018 en fait j'ai eu l'idée de la preuve d'entrée. Comment j'ai pu avoir l'idée? C'est justement en me disant il y a des systèmes de blockchain qui existent aujourd'hui qui sont effectivement très utiles. On a la preuve d'entrée avec Bitcoin et Ethereum, où il faut devenir mineur effectivement pour miner de l'actif. Donc il faut un équipement Preuve informatique. de travail. Exactement, preuve de travail. Donc c'est-à-dire il faut un équipement informatique, il faut avoir des connaissances, il faut effectivement utiliser son ordinateur aussi pour faire le minage, il faut utiliser du coup de la cryptographie, etc. C'est assez poussé. Personne ne comprend trop, mais en tout cas ça marche. Donc c'est ça en fait qui est utile. Mais l'idée, c'est qu'en effet, si on veut devenir mineur aujourd'hui, c'est très compliqué en termes d'accessibilité. Tout comme la preuve d'enjeu qui venait un petit peu de sortir en 2018, c'était un peu l'idée effectivement principale, c'est on va faire de la validation, donc plus besoin, on va dire, de cryptographie à proprement parler avec de la preuve de travail, on va faire de la validation du coup entre tout le monde. On va mettre du coup des actifs en jeu, donc c'est-à-dire on va mettre des actifs, on va les staker, donc on stake des actifs qui vont nous donner un pouvoir de validation sur la blockchain. Avec justement des nœuds validateurs, etc. Et l'idée, c'est que là aussi, c'est très peu accessible au final, puisque en fait, je me suis directement rendu compte en 2018 que ça allait être un système qui allait être, comment dire, qui n'allait pas durer dans le temps. Tout simplement parce que si aujourd'hui, comment dire, par exemple en 2019, fin 2019, quand il me semble, non, c'est pardon, fin 2020, quand Ethereum a voulu lancer du coup Ethereum 2.0, il fallait 32 Ethers pour devenir validateur.
Il en faut toujours aujourd'hui 32 pour devenir validateur de Ethereum 2.0 qui va sortir prochainement. Et l'idée, c'est que 32 Ethers, il y a 2 ans en arrière, et aujourd'hui, c'est pas le même prix. Oui. L'idée, c'est que si on est sur un cap à atteindre en fait, pour devenir validateur, tout comme Avalanche aujourd'hui, qui est la meilleure preuve d'enjeu pour moi en termes de fondamental, demandait avant 2000 AVAX, et demande toujours aujourd'hui 2000 AVAX. Avant, ça coûtait 6 000 euros, aujourd'hui, ça coûte 120 000 euros. Donc l'idée, c'est que c'est très peu accessible. Et l'idée de la preuve d'entrée, c'est que c'est un consensus de blockchain, donc qui permet de faire fonctionner vraiment une blockchain avec cette preuve, qui est en réalité en fait 100% communautaire et 100% accessible. Et le côté communautaire, effectivement, est très important, puisqu'en fait, ce sont les personnes, n'importe qui, en fait, sans équipement informatique, juste avec une connexion Internet et avec un ordinateur, peut en fait participer à la preuve d'entrée et peut participer du coup à cette élaboration de blockchain. Oui, c'est des un jeton, en fait. Exactement, dès un jeton. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est un projet effectivement qui est actuellement en recherche et développement intensif, sur lequel on était reconnu par l'administration française en tant que jeune entreprise innovante, puisqu'on a une société qui est établie du coup sur Aix-les-Bains. Et c'est vrai que du coup, nous, notre communauté fait notre travail. C'est-à-dire que concrètement, on est dans un projet qui, nous, on donne en effet l'ingénierie derrière, la technologie, et ce sont les personnes participantes qui vont nous donner suffisamment de données pour qu'on puisse les traiter, pour qu'on puisse en effet arriver au final à cette preuve d'entrée. Ça va se découpler en 3 étapes. Un protocole sur Avalanche, donc comme un ensemble de smart contracts, en fait, on va pouvoir mimiquer en fait ce que va donner la preuve d'entrée. Ensuite, ce sera un sous-réseau Avalanche, on va tester le consensus. Et ensuite, ce sera une blockchain indépendante une fois qu'on aura confirmé la viabilité du consensus en tant que sous-réseau sur Avalanche. Et une fois qu'on aura la blockchain indépendante, le but, c'est que ensuite, sur cette blockchain, tout le monde pourra créer des jetons, tout le monde pourra créer des NFT, tout le monde pourra effectivement faire des choses, mais c'est simplement que là, la grande différence majeure, c'est que c'est un système où si quelqu'un souhaite miner, il pourra en fait le faire avec une entrée. Tout simplement. Voilà, mais sans communauté, au final, on en reparlera un peu plus tard au travers des thèmes, mais sans communauté, bon, c'est seulement la partie technique au final que vous proposez. Exactement, exactement. Voilà. La communauté va faire vivre le projet. Je suis ravie, on en sait déjà un peu plus sur vos 3 projets, et maintenant je vais vous présenter 2 personnes géniales qui elles, interviennent à plusieurs moments de la création de communautés et qui en ont déjà créé pas mal d'ailleurs, d'après ce que j'ai vu. Donc je vais commencer par Alexandre, il est là. Bonjour Alexandre. Alors, salut. Alexandre, tu as construit des communautés tech pour des accélérateurs et des incubateurs pendant 10 ans et depuis 3 ans, tu te focuses un peu plus sur les communautés digitales. Tu es le producteur et animateur de Air Party, un podcast, mais c'est plus qu'un média, c'est aussi une agence et une communauté. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça, le fait que ce soit un podcast, une communauté et une agence? Ouais, c'est du fait qu'il y a 2 ans, il y a eu une explosion des usages. Moi, je suis un enfant de ce qu'on appelle la créateur économie. Donc, avant de se faire embarquer dans cette vague Web 3, on parlait vachement de passion économie, de créateur économie. Et moi, avec toutes ces explosions d'usage, de temps d'attention derrière Internet, j'ai voulu aller à la rencontre en fait des gens qui fédéraient d'autres gens derrière leur écran et de comprendre un peu les outils qui étaient utilisés. Donc, j'ai fait un podcast sur ça. Où je vais à la rencontre de managers qui font des communautés pour les autres, d'entrepreneurs, voilà, des gens comme Tony, comme Larry, qui mettent au centre de leur stratégie la démarche communautaire. Et puis des creators qui, eux, créent des communautés autour de leur personne. Et aujourd'hui, j'accompagne voilà, toutes ces personnes-là dans des démarches soit de construction, de lancement de communauté, soit de réengagement. Et effectivement, le Web 3, c'est hyper intéressant. Moi, je venais peut-être plus du Web 2, mais il y a par DNA un design sur la communauté sur le Web 3 qui est enrichissant pour les gens du Web 2. Et inversement, je pense que les gens du Web 2, sur le côté relationnel notamment, peuvent apprendre pas mal de choses aux communautés managers du Web 3. Donc, avec plaisir pour discuter de tous ces sujets. Super. Et alors, je vais ajouter la dernière personne que je vais vous présenter, Michael, et je vais commencer, avant même de le présenter, par une première question. Michael, toi aussi, tu es membre de Air Party. Est-ce que c'est cool alors? Exactement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Effectivement, c'est pour ceux qui s'intéressent aux communautés, c'est un bon endroit où aller. On est pas mal à faire ça en interne, en externe. Voilà. Et donc,
toi, tu as créé Feedback, une agence de gamification. Et en fait, tu es associé à Alexandre, un autre Alexandre, hein, pas celui Un autre qui est Alexandre, ouais. ici. Et c'est grâce à une discussion avec lui que j'ai eu l'idée de ce live. Donc, je le remercie Yes. au passage. Top. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est en fait une agence de gamification? Ouais, effectivement, du coup, nous, Feedback, on a cofondé ça avec Alexandre, qui nous écoute probablement. Et du coup, on travaille sur la gamification. La gamification, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on peut aller prendre dans les jeux pour créer de l'engagement, des passages à l'action, des changements de comportement. Donc, c'est pas forcément faire un jeu, mais c'est comment on s'inspire de ce qui nous motive dans les jeux pour le mettre ailleurs. Et du coup, effectivement, avec Feedback, nous, on démocratise pas mal ça, entre autres en animant, et ça va aussi pas mal être utile pour aujourd'hui. On a pris comme base une stratégie community first, on pourrait dire, ou en tout cas, on a effectivement choisi dès le début, quand on a fondé ça, de créer une communauté, de l'animer autour du jeu et de ses usages dans le monde professionnel. Et du coup, nous, à la fois, on accompagne, alors, comme on accompagne sur la méthode, en fait, on accompagne plein de structures assez différentes pour finalement créer des stratégies d'engagement. Et on forme, on a entre autres publié un livre chez Duno qui est une boîte à outils de la gamification, et on fait pas mal de contenu et de choses comme ça actuellement. Et forcément, avec tout ça, le Web3, nous, on est aussi curieux de ce qui se passe, on a envie de construire des choses aussi, en tout cas de voir ce qui s'y fait. Donc, et les questions d'engagement, sont au cœur du Web3 aussi, de comment on fédère, comment on fait des liens, comment on fait des communautés. Donc voilà un petit peu. Clairement, c'est super. En plus, on va avoir le troisième thème qui va faire un focus sur la gamification. J'ai pas mal de questions à te poser, donc voilà, tiens-toi prêt. Yes. Bon, alors, j'ai fini le tour de table. Je suis ravie, je vous remercie tous d'être venus. C'est franchement super, et je pense qu'on va bien pouvoir discuter. Je suis un peu triste que cette fois, l'autre fois j'avais que des femmes, cette fois j'ai que des hommes. Bon, j'aimerais bien faire moitié-moitié, mais bon, on peut pas choisir le genre des personnes avec qui on discute et on échange, donc on verra pour les prochaines fois. Alors, je vous ferme les fenêtres, je vais mettre mon petit jingle et on va partir tout de suite sur le premier thème. Alors, moi, en fait, la question que je me suis posée au tout début, quand j'ai fait quelques recherches sur le sujet Community First, c'est peut-on créer une communauté à partir de zéro? Et donc, je pense qu'on va répondre un peu à cette question. Enfin, vous allez répondre en fait à cette question. Donc, je mets mon jingle tout de suite, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais faire monter Alexandre. Alexandre, je te pose la question directe comme ça. Est-ce qu'on peut créer une communauté de zéro? Ouais, de zéro, bien sûr, mais pas seul, je dirais. C'est-à-dire que par essence, une communauté, c'est le projet de plusieurs personnes. Donc, il y a énormément de solos, en fait, qui lancent derrière du contenu, ce qu'ils appellent une communauté. En vrai, il y a une vraie différence si on veut comprendre comment créer une communauté from scratch. C'est vraiment piger la différence entre une audience et une communauté. Et c'est vraiment majeur parce que la confusion, elle est énorme, d'autant plus que le mot community, en français, il renvoie à des choses qui ne sont pas exactement les mêmes qu'en anglais. Et on parle souvent d'audience, hein. Et d'ailleurs, dans le Web3, on viendra en parler, mais c'est souvent, ce que moi j'en vois, c'est souvent des audiences transactionnelles hyper évoluées, bien plus évoluées que dans le Web 2, donc ce qui donne pas mal de momentum. Mais la communauté, c'est par définition des gens qui se connaissent entre eux. C'est-à-dire qu'il y a un côté relationnel qui est hyper fort. Et pas uniquement sur des projets technologiques. C'est des gens qui se rencontrent, hein. Alors, donc oui, on peut lancer une communauté. On ne peut pas dire, par exemple, si une entreprise elle a plein de clients, s'ils ne se connaissent pas entre eux, Voilà. on ne peut pas considérer que c'est une communauté. Absolument, c'est exactement ça. C'est que le community builder, par rapport au community manager, c'est que lui, il va connect the dots. Son taf, c'est d'aller rapprocher les gens, de matchmaker. S'il y en a un qui pose une question, il va essayer de trouver la réponse parce qu'il sait que l'autre l'a peut-être diffusé sur un forum, et il va essayer de matchmaker ces gens-là. Et le but de tout community builder,
c'est de surtout pas être le centre du cercle, mais c'est d'être le cercle lui-même. Et c'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur quand on crée une communauté from scratch, quand on est créateur, entrepreneur, parce qu'on a tendance à vouloir être le centre du cercle. C'est normal, on a envie que la brand ou sa personal branding, sa personal brand soit partout, mais en faisant ça, en fait, on laisse pas la possibilité d'avoir de multiples centres de gravité et de faire en sorte que la commu soit autoportante. Et au final, vous ne voulez pas d'une commu que vous tenez à bout de bras parce que en fait, c'est plus une commu, ça va être une audience améliorée et souvent ça craque. Donc le but de tout community builder, c'est de trouver un peu d'autres centres de gravité, d'empower en fait ses membres pour qu'ils puissent le soulager un petit peu. Donc oui, on peut créer une communauté from scratch, mais pas seul. Et justement, comme tu parlais d'audience, c'est un petit jeu de mots, mais quand même, je vais proposer à Larry parce que j'ai une petite question pour lui. Alors toi, en fait, ce que je trouve fou, c'est que vous avez créé votre communauté en quelques semaines. Et d'après ce que j'ai vu, vous avez pas mal animé des spaces sur Twitter. Et donc, est-ce que c'est en fait à travers ce média que vous avez finalement réussi à emmener des gens avec vous sur votre projet? Alors, pas nécessairement. Les spaces, ça a été finalement un moyen, une fois que la communauté était déjà un peu construite, de discuter avec eux plus facilement et avec l'intégralité de la communauté plus facilement. Et oui, bien sûr, d'aller attraper d'autres personnes et d'agrandir la communauté. Nous, personnellement, ni Lucien ni moi n'avons, on n'est pas des influenceurs, on n'a pas de communauté, que ce soit sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram ou quoi que ce soit. Donc c'était vraiment nouveau pour nous. C'est vrai, notre communauté, elle s'est construite super rapidement, mais derrière, on a eu un travail en amont, en fait, qui a duré énormément de temps, plusieurs mois, de préparation avant de lancer la communauté pour justement qu'on ait cet impact et pas arriver et pas savoir quoi faire. Mais voilà, venir vraiment préparer et avoir des outils pour construire au fur et à mesure cette communauté et également engager la communauté. Parce que moi, je dirais qu'il y a vraiment deux points qui sont importants. C'est le premier point, c'est l'acquisition. Donc d'abord, faire venir ces personnes-là dans la communauté, mais c'est également les faire rester. C'est ce que disait aussi Alexandre, c'est ça qui est l'enjeu, c'est de les faire rester, de les faire engager et qu'ils se sentent vraiment membres de cette communauté. Donc nous, personnellement, on a fait un système où on a ouvert, donc, pour le projet NFT, la plupart des créations de communauté se fait sur Discord et sur Twitter. Sur Discord principalement, c'est très simple de discuter avec, d'envoyer plein de messages, etc., d'organiser les conversations. Donc nous, on a ouvert notre Discord en fait avant même le lancement de notre communication officielle, une semaine avant, à toutes les personnes avec qui on avait pu échanger dans l'écosystème pendant en fait la préparation de notre projet. Donc pendant tous les mois de préparation de notre projet, on a échangé forcément avec énormément de personnes. Et donc on les a invités à rejoindre notre Discord avant même de lancer la communication officielle. Et en discutant avec ces personnes-là, en les engageant aussi, en jouant avec eux, en leur donnant un peu aussi à manger, en leur donnant des exclus sur le projet, etc. On a réussi à les fédérer. Eux ont invité également leur communauté à eux. Et donc très rapidement, avant même le lancement de notre communauté, on avait déjà 500 membres. Oui, ça confirme ce que vient de dire Alexandre, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux commencer de zéro, mais ce que tu ajoutes, c'est que ça peut impliquer une grande préparation, mais en fait, tu peux pas tout seul. Il faut, vous êtes appuyé déjà sur des premiers soutiens que vous aviez, ouais. Il faut réussir à impliquer en fait les membres et qu'ils aient eux aussi envie d'inviter leurs amis pour que la communauté grandisse aussi, ouais, c'est ça. Ouais, ce que je me demande justement, parce que j'avais déjà cette question un petit peu pour Alexandre avant, mais je vais la poser à Paul. En fait, est-ce que finalement l'idée aussi d'avoir des ambassadeurs, des personnes qui vont elles diffuser le message à leur propre réseau, c'est pas une solution? Ouais, exactement.
Donc nous pour bâtir notre communauté, on a une approche un peu innovante dans le milieu des NFT. On s'appuyait sur des ambassadeurs. Donc, c'est des personnes qui avaient de la légitimité au sein du monde crypto NFT, donc des entrepreneurs Web3, des entrepreneurs Web2, des crypto-enthousiastes, des crypto-experts, des NFT experts. Et en fait, en s'appuyant sur eux, déjà, on a pu avoir des feedbacks sur ce qu'ils pensaient du projet en amont du lancement de la communauté. Et également, dans un second point, c'est que une fois qu'on a lancé la communauté, ils ont pu ramener, comme Larry l'a dit, du monde au final. Donc, ils ont pu nous soutenir et ils avaient justement la vision en amont de notre projet. Et au final, c'était les premières personnes qui permettent de faire comprendre le projet aux premières personnes qui arrivaient. Ouais, qui vont l'expliquer chacune dans leur cercle, à leur façon. En fait, au final, elles s'approprient le projet. Puis, Et alors, je vais demander à Tony aussi comment quelle est la taille en fait déjà de votre communauté et comment vous avez démarré, sachant que le projet commence, enfin, il a maintenant un certain temps. Vous avez donc passé pas mal d'étapes, j'imagine, pour construire votre communauté. Oui, effectivement. Alors concrètement, effectivement, il y a plusieurs axes de réponse, mais je vais commencer du coup par la question principale, c'est effectivement est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut créer une communauté de zéro? Je dirais pas de zéro, il faut au minimum 1. Qu'est-ce que c'est que le 1 pour moi? C'est avoir en fait une idée. Quelque chose effectivement avec lequel en fait une personne va pouvoir en fait s'y raccrocher. Donc ce qu'il faut, c'est une idée, c'est un but en fait. Ce qu'il faut, c'est le why, c'est pourquoi du coup je veux faire ça, pourquoi j'ai cette idée et pourquoi c'est important pour moi. Et ensuite, moi, ma philosophie, c'est un peu j'ai pu l'apprendre aussi grâce à mon expérience du coup chez Tesla, qui est effectivement, tout le monde connaît Tesla aujourd'hui, je pense. L'idée étant que pourquoi ils font ça, Tesla, c'est justement pour la transition du coup écologique vers les énergies renouvelables. Là, l'idée, c'est un peu pareil dans le Web3, c'est que comme tout le monde en fait a son mot à dire dans le Web3, comme en fait le Web3 appartient en fait aux gens, à la communauté, je ne vais pas personnellement attirer une communauté avec une carotte ou avec effectivement quelque chose qui est à gagner. C'est au contraire, je vais plutôt lui dire à cette personne, là c'est quelque chose que tu peux contrôler. Donc c'est à toi de prendre le contrôle. Nous on fait cette technologie du coup de Web3, mais c'est à toi d'en prendre le contrôle puisque littéralement on est un projet Web3. Et en ce sens, du coup, ce qu'on a apporté nous, donc c'était pas effectivement 1 ni 2, c'est un peu plus. Ce qu'on apporte quand même, c'est effectivement beaucoup de R&D. Et ce qu'on apporte aussi, c'est forcément du coup une idée, évidemment, et c'est surtout aussi des produits et services en fait qui arrivent. C'est-à-dire notre technologie aujourd'hui, elle est en testnet depuis septembre dernier. Précédent, effectivement, cette période-là, on avait quand même du coup des axes potentiellement en fait des axes d'utilisation sur ce protocole, sur comment en fait l'envisager. Mais en effet, nous, notre communauté, elle se crée de manière, je sais plus quel est le mot en anglais, mais c'est vraiment, c'est pas le terme de communauté naturelle, mais c'est la communauté en fait réelle. C'est-à-dire, ce sont des vraies personnes qui vont rejoindre et qui vont vouloir comprendre le projet, qui vont vouloir en fait en prendre le contrôle, tout simplement. Ouais, c'est pas organique, non, ouais, exactement, voilà, growth, organic growth. Exactement, je cherchais le mot, je l'avais sur le coin de la tête. Mais justement, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que vous avez réussi à construire une communauté sans cet aspect cadeau en fait. Alors que ce que je vois énormément sur Twitter, etc., c'est quand même l'idée, vous allez avoir, il va y avoir il y a des giveaways, il y a tout ça. Et moi, ce que je trouve cool avec vos 3 projets, c'est que évidemment qu'il y a un intérêt à venir, qu'il y a une récompense. Enfin, il y a forcément un intérêt peut-être même pécunier, mais pas que en fait. Tout ne tourne pas autour de ça. Donc du coup, vous évitez d'avoir des communautés où les gens se jettent dessus juste pour obtenir quelque chose de gratuit, quoi. Et alors que ça se voit énormément. Donc je suis vraiment ravie de vous avoir tous les 3. Et je voulais poser d'ailleurs une question sur un des moyens, je voulais poser une question à Michael sur un des moyens peut-être aussi de créer, tu vas me répondre, une communauté à partir de zéro. Est-ce que en fait, est-ce qu'un jeu a besoin d'une communauté
ou est-ce qu'une communauté a besoin d'un jeu? Bon courage. Yes, je rebondis juste sur ce que vous disiez avant, je mettrai le lien, mais en fait, il y a même des études qui montrent qu'on tue ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, le fait qu'on est automotivé à faire des choses. Quand on met trop de récompenses et de paiements, si vous donnez de l'argent à vos enfants pour qu'ils débarrassent la table, par exemple, ça va être très compliqué après de leur dire, en fait, il faut participer, etc. Et je mettrai, mais il y a des papiers vraiment qui prouvent que, en fait, c'est pas une mauvaise chose, les récompenses, mais ça peut tuer. Est-ce qu'un jeu a besoin d'une communauté? A priori non, pas forcément, puisqu'on a plein d'excellents jeux qui n'ont pas de communauté etc. Par contre, un jeu peut faire plein de choses très différentes avec une communauté. Et pour le coup, c'est quelque chose dont j'en parlais récemment aussi. Les communautés en ligne sur des jeux, ça fait plus de 10 ans que ça existe facilement, où on avait des communautés très engagées, des gens qui étaient prêts à passer des heures à monter des guildes sur World of Warcraft, à faire des choses sur des jeux asynchrones en ligne, etc. Vraiment, en tout cas, sur l'engagement long terme aussi d'un jeu, a priori, un jeu où vous jouez tout seul, c'est rare les jeux qui vont vous embarquer pendant des cinquantaines d'heures, etc. Il y en a, mais c'est en fait, au bout d'un moment, pour revenir, il faut qu'il y ait des challenges très élevés qu'on va faire en groupe. Ça aide beaucoup, ou qu'il y ait une pratique du jeu qui fait qu'on en parle et qu'on a envie je prends le poker ou des choses qui sont même pas forcément ou le sport, etc. Le fait qu'il y ait tout un ensemble de choses autour des gens avec qui on le fait, on se compare, etc. Ça crée vraiment pas mal de motivation. Et après, effectivement, est-ce qu'on a besoin de jeux dans nos communautés? En fait, tout dépend ce qu'on appelle un jeu. Mais en fait, un jeu, quelque part, moi j'aime bien définir ça. Je suis anciennement ingénieur aussi, comme un espace libre dans un cadre. Et en fait, le jeu, c'est vraiment comme on donne un cadre qui donne envie aux gens, en anglais, de play, de faire des choses, etc. Et en fait, ça, nous, chez Feedback, on vient en fait s'inspirer très largement du jeu. Et en fait, le jeu, les Lego, vous faites de la créativité, l'immersion, quand on vous met une approche narrative, ça fait pas de votre communauté un jeu, mais par contre, c'est des super bons leviers à utiliser pour embarquer les gens. Donc, je pense que Oui, s'inspirer du jeu, oui. c'est en fait plutôt la substance des jeux qui est utilisée, mais au final, c'est pas forcément jouer où on doit être connecté ou voilà. C'est ça, on vient chercher les caractéristiques, les éléments de jeu, plus que faire un jeu de votre communauté. Ok, super intéressant. Et d'ailleurs, je trouve que ça nous permet une super transition pour le second thème. Donc, la question que je me posais quand j'ai préparé ce live, c'était par rapport au Web3 spécialement. Est-ce que au final, on n'a pas encore plus besoin d'une communauté? Parce que en fait, moi, bien sûr que je connaissais la stratégie Community First avant, mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment un des leviers les plus importants dans le Web3. Et je me demandais quel était, si on pouvait lister en fait les intérêts spécifiquement pour le Web3, mais pas que, parce que finalement l'idée c'est quand même, puisque c'est une stratégie, c'est quand même que ça soit utile. Donc je vais tout de suite vous passer le petit jingle et on passe au deuxième thème. C'est parti. Voilà, alors je voulais savoir un peu quels sont les intérêts, comment on pourrait les nommer en fait, à quoi ça sert. Là, on prend un peu dans l'autre sens le sujet, c'est-à-dire on parle d'engagement, on parle aussi par exemple de sourcing. Et là, c'est pour ça que je vais commencer par Paul. Puisque vous, en fait, vous allez aller chercher en fait, dans votre communauté les projets aussi dans lesquels vous allez financer ou pas du tout. Moi, c'est comme ça que j'ai compris un peu l'idée aussi. Donc, tu vas me confirmer. Ouais, donc ça, c'est la dernière étape de la roadmap. Pour asseoir notre position de leader, justement, on veut vraiment créer un écosystème. Et dans le Web3, je pense que les grandes entreprises qui sont durables sur le long terme créent des écosystèmes comme Ethereum, comme Solana. Et donc, nous, notre dernière étape de notre roadmap, justement, c'est donc de faire du VC et de pousser des nouveaux projets Web3. Et ça sera uniquement des gens de notre communauté qui vont nous proposer des projets ou potentiellement qu'on pourrait sourcer
de l'extérieur, mais ça serait dans un premier temps donc, de privilégier les gens qui sont dans notre communauté, qui veulent lancer des projets Web3 et de les appuyer financièrement et aussi grâce à nos équipes, parce qu'aujourd'hui, on est près de 11 chez Nix Capital. Donc, on a des ressources, que ce soit créa, que ce soit tech, que ce soit en communication. Donc, on a toutes ces ressources-là qu'on pourrait allouer donc, à des projets. Oui, ce que je me dis, c'est ça, c'est qu'en fait, puisque vous appuyez sur une communauté Web3, au final, vous avez à la fois le début et la fin de ce que vous cherchez. Et c'est ça que je trouve intéressant et particulier, peut-être plus particulier dans le Web3, parce que c'est un secteur qui est aujourd'hui peut-être même une communauté lui-même. Et donc, alors que peut-être dans d'autres milieux, dans d'autres secteurs, une entreprise ne peut pas forcément s'appuyer sur ses clients pour en faire des fournisseurs, en quelque sorte. Ouais. Excuse-moi de te couper rapidement. Et même ce qu'on voit, ce qui est très intéressant aujourd'hui dans le Web3, c'est qu'au final, toutes les positions sont complètement modifiées et tu vois des grands acteurs qui comprennent pas forcément le Web3 et qui voient justement cet énorme engouement. Et au final, c'est le pouvoir qui appartient à la communauté aujourd'hui. Et ils veulent absolument y rentrer aujourd'hui. Et tu vois des Puma, tu vois récemment plein de gros acteurs qui injectent énormément de capitaux pour créer une communauté au final. C'est pas pour créer un projet, c'est vraiment pour créer une communauté parce que c'est la base d'un projet aujourd'hui. Web3, c'est avoir une communauté, sinon tu peux pas avoir de projet. Et d'ailleurs, alors je vais poser une question à Alexandre. C'était par rapport, je voulais savoir un peu, pour répondre à ces questions, puisque Airparty est aussi une agence, j'imagine qu'il y a des clients qui viennent vers toi pour construire une communauté. Avec quelles problématiques, qu'est-ce qu'ils ont en tête généralement quand ils viennent te voir pour développer une communauté? Quels sont leurs objectifs? Est-ce que ce sont des objectifs d'engagement, d'efficacité? Oui, c'est souvent effectivement le problème de l'engagement qui vient sur la table. Après, il y a aussi des problématiques de structuration d'équipe, de savoir quel profil on peut embaucher comme community builder. Il y a vraiment une question de talent et RH aussi qui se pose en France sur ces questions-là, qui n'est pas forcément propre à la France, hein, mais le community building, tout ça, c'est d'un point de vue talent, c'est quand même c'est émergent. Mais la question principale qui revient, c'est quels outils pour faire en sorte que mes membres ne churn pas, quoi. Comment on fait pour créer du momentum? Comment on fait pour que la sauce, elle prenne, quoi. Donc, on y reviendra tout à l'heure, mais depuis 2-3 ans, moi, ce que j'aime bien, c'est de leur conseiller la stratégie super niche, Media First. On parle de Community First, mais aujourd'hui, les communities, elles sont souvent derrière des médias. Et pour répondre un peu à ta première question, comment on kick une communauté from scratch, souvent, le média, c'est quand même la première chose qui permet d'aller repérer, de pinpoint un peu les gens les plus engagés avec votre marque, votre proposition de valeur, quoi. Donc, les questions souvent qui reviennent, c'est comment on fait en sorte de passer d'une audience froide à une communauté d'ambassadeurs. Ça, c'est vraiment le truc typique qui revient. Mais il y a d'autres sujets aussi. Mais donc, du coup, au tout début, quand tu as répondu, il y a quand même beaucoup aussi de l'interne, c'est ça? Des problématiques internes de team building. En fait, ce qui se passe, c'est que oui, alors les communautés internes, c'est aussi un autre sujet qui est plutôt porté par des entreprises plus grandes. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est quoi le rôle d'un community builder, quoi. Personne aujourd'hui sait définir ce que c'est. D'un point de vue RH, regardez les jobs qui sortent, souvent, il y a énormément de confusion sur community management ou sur l'animation de réseaux sociaux, alors que le builder, c'est limite l'entrepreneur. La vraie place légitime qu'il devrait avoir, c'est celui qui crée quelque part ce moat, comme disent les Anglais, cette espèce de muraille qui va faire que votre business va avoir une stratégie de rétention, une stratégie de growth qui va être beaucoup plus efficace. Donc, non, mais ce qui revient à chaque fois, c'est plutôt pour les entrepreneurs, c'est je fais ma commu, mais alors du coup, explique-moi comment le business peut en bénéficier.
comment je peux faire de la rétention, comment je peux orchestrer mon bouche à oreille pour pas cher. Les managers, eux, ils viennent voir surtout les outils pour engager. Donc ça, c'est toutes les problématiques, enfin tous les fameux outils qui émergent aujourd'hui, live streaming, podcasting, social audio. Il y a énormément d'outils du marketing qui permettent d'aller vers des KPI d'engagement. Ça, c'est vraiment le petit secret que je vous donne aujourd'hui. Les meilleurs community builders utilisent des stratégies marketing pour engager leurs propres membres. Et ça veut dire que c'est fini les Skype poussiéreux ou les Zoom, la Zoom fatigue, comme on dit. Aujourd'hui, ce qui va engager, c'est ce que tu fais là, quoi. Mais pas simplement pour faire de l'acquisition. C'est aussi parce que tes membres qu'on doit te traiter de la bonne manière. C'est pas parce que tu es membre que tu as le droit à un Skype tout poussiéreux, mal animé. C'est parce que tu es membre que tu as le droit d'avoir des paillettes. Et les meilleurs community builders copient tout ce qui se passe dans le monde du marketing pour animer leur propre communauté. Est-ce que ça vous parle, les porteurs de projets? Là, je vais vous faire monter. Alors ouais, Larry, tu as quelque chose à dire? Ouais, moi je voulais rebondir par rapport à ça, c'est très intéressant et par rapport à, c'est ça l'engagement, engager la communauté une fois que tes membres sont là, c'est super important. Nous c'est vraiment ce qui nous a permis de construire aussi rapidement. On a développé par exemple in-house un petit bot de lootbox, donc comme de casino, qui permet à nos membres de venir chaque jour et tester leur chance et recevoir des petits cadeaux qui pourront leur servir soit dans le Discord, soit des parties de places de whitelist. Donc on a fait ça vraiment comme un casino avec des pourcentages très peu élevés de gagner, mais au final c'est vraiment pour tout le temps engager la communauté et qu'ils ne soient pas laissés sans rien faire, qu'ils s'amusent. C'est important. Également, le deuxième point, je pense, les responsabiliser. C'est aussi super important. Nous, on a fait ça avec un système de référents où on a ouvert les candidatures. On en a reçu énormément, plus que ce dont on en avait besoin au final. Donc, l'idée, c'était que chaque nouveau membre de notre Discord allait être assigné à une référent bee qui allait la guider dans son arrivée dans le Discord. Donc, c'est quelque chose qui, forcément, est viable à une échelle relativement petite, ou du moins après ça devient très très compliqué. Si tu as des centaines de personnes qui arrivent d'un coup, ça devient plus ou moins compliqué de faire ça. Mais en tout cas, au début, c'est juste qui a énormément marché et comme dit, qui responsabilise aussi les membres. C'est intéressant parce que ça répond un peu à l'idée à ce dont on parlait un peu avant, c'est que il n'y a pas que votre brand, en fait. Au final, vous décentralisez un petit peu votre marque sur des personnes. Référents, ambassadeurs, c'est pas exactement le même rôle, mais en tout cas, vous créez des petits, comme des petites alvéoles dans votre ruche, quoi. C'est génial. C'est ça. Tony, peut-être tu as quelque chose à dire, parce que je sais que toi, tu dois partir un peu plus tôt, donc je te laisse la parole. Ah, ça devrait le faire niveau timing. Mais effectivement, moi j'ai un avis très arrêté sur ce qu'est un community builder et sur ce qu'il représente et surtout dans le domaine du Web3. J'ai un avis très arrêté, donc effectivement, moi c'est plutôt, on va dire, ma philosophie ma philosophie, mon point de vue. Je pense qu'un community builder est là en fait pour partager non seulement une vision, mais aussi des valeurs. C'est pas vraiment pour attirer par des produits, pour attirer par une carotte ou quoi que ce soit. Je pense qu'un community builder, ou en tout cas de futurs ambassadeurs, seront en fait intéressés parce qu'ils comprennent ou parce qu'ils souhaitent voir en fait arriver. On est tous, je pense tous unanimes pour dire qu'en tant qu'humain, on est un peu drivé aussi par l'espoir, par le futur. On a envie que des choses arrivent en fait, on a envie que des choses changent, on a envie du coup d'être porteur de changement. Le Web3 est un changement à proprement parler. Et en fait, pouvoir en prendre partie, c'est ça qui est important. Et je reviens sur la question initiale qui avait été posée aussi sur, au final, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va rester dans une communauté? C'est justement ces valeurs, c'est justement cette vision des choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui va arriver dans un projet, qui va juste prendre la carotte, prendre le NFT et ensuite, du coup, le revendre sur une plus-value, il va être super content, il va dire « ouais, c'est une communauté géniale ». Mais l'idée, c'est que pour moi, effectivement, quelqu'un qui va rester en fait dans un projet, c'est quelqu'un qui a compris en fait pourquoi on fait ça, qui a compris aussi quel est en fait le but ultime, et qui a compris tout simplement aussi dans le Web3
comment, comment en prendre contrôle, en fait, tout simplement. Et c'est ça qui, pour moi, je pense, est le plus important. Notamment que, je mets un petit aspect encore plus loin dans la chose, le Web3 est par nature décentralisé. C'est-à-dire que s'il y a une quelconque centralisation quelque part, effectivement, par défaut, dans ma vision des choses, c'est quelque chose du coup qui est pseudo-contrôlé ou pseudo-sollicité. Effectivement, c'est pas quelque chose qui est pour moi engageant. En tout cas, si je parle vraiment de ma philosophie, de ma perspective. C'est-à-dire que, et en tout cas, je pense qu'en termes de community building, c'est ce qui, je pense, c'est la technique en fait gagnante. Sur le long terme, sur le très long terme. Mais évidemment, ça demande énormément de sacrifices, puisqu'on aimerait, par exemple, pour le projet effectivement que je préside, j'aimerais tellement pouvoir inviter tout le monde d'un coup, pouvoir faire des campagnes marketing, etc. Mais en fait, si les gens ne comprennent pas quel est le message que je veux passer derrière, ça va être caduc. Ça va être complètement caduc. Et les gens en fait, vont venir, vont se dire, ah ouais, c'est un projet, il faut que j'investisse. Au final, pourquoi est-ce que tu veux investir? Moi, c'est ça en fait que je veux avoir, c'est des personnes qui savent pourquoi elles investissent en fait, tout simplement. Savoir, voilà, qu'est-ce que tu fais en fait avec et pourquoi est-ce que tu vas faire ce geste. Donc moi, mon but en tant que pseudo-ambassadeur, comme le disait tout à l'heure, effectivement, j'ai oublié le prénom malheureusement de la personne. Alexandre, peut-être, non? Alexandre, exactement. Alexandre, qui disait justement que c'était généralement celui qui préside le projet qui devrait être en fait community builder. Comment en termes d'RH on pourrait faire? C'est littéralement pour moi des personnes en termes de, si on peut encore parler de soft skills de nos jours, c'est des personnes en fait qui sont spontanément enthousiastes et passionnées à travers une valeur à partager en fait. Parce que c'est de l'humain en fait. C'est de l'humain plus qu'un produit aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et ça, je trouve ça me marque vraiment parce que je trouve que dans le Web3, on parle beaucoup de facilité, c'est très facile de peut-être, enfin, moi je trouve ça difficile quand même, hein, mais de faire venir des gens sur un Discord pour des cadeaux, des trucs comme ça. Mais derrière, motiver des gens qui sont à distance en général, hein, parce que les projets sont éclatés. Forcément, oui, là, on est sur quelque chose où il y a des valeurs communes, parce qu'en plus, tout le monde est très sollicité. Donc, on peut être tenté très facilement de butiner à un endroit, puis à un autre, et puis aller chercher de l'argent ou autre chose. Enfin, voilà, donc ça bouge beaucoup. Et en effet, je suis d'accord avec toi sur le côté valeur. Et je me demande d'ailleurs si les valeurs, c'est pas un peu dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est ce qui permet de conserver ta communauté, mais c'est aussi ta communauté qui va se saisir de tes valeurs, qui va permettre de faire grossir ton entreprise. Au final, c'est un peu ce que tu disais, quoi. C'est un peu les deux en même temps. Et Paul, alors toi, sur quelles valeurs vous avez identifié là pour l'instant que ça prenait? Ouais, déjà pour revenir à ce que Tony a dit, c'est très pertinent. Nous, on a exactement la même vision que ça. Pour nous, c'est juste, tu vas proposer une vision et au final, des gens vont adhérer à cette vision. Il faut les fédérer autour d'un but commun, en fait. Tu ne veux pas vendre un produit, tu ne veux pas vendre quelque chose. C'est tous ensemble, tu veux essayer de te réunir pour essayer de créer quelque chose qui te dépasse et qui nous dépasse, en fait. Et créer quelque chose sur le long terme. Et notamment, je pense que tout le monde ici veut essayer de donner du sens. Et ça, c'est très important. Parce qu'on le voit dans le Web 2, parfois il y a des choses qui n'ont pas trop de sens. Et dans le Web 3, justement, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui veulent essayer de moderniser et de casser ces codes-là pour apporter beaucoup de sens. Ouais. Et donc, c'est des choses qu'on essaye d'apporter chez Nix Capital. Donc, on n'a rien à apprendre aux gens et on essaye justement juste de leur donner une vision, un chemin, et c'est plutôt nous qui allons s'incorporer et apprendre d'eux au final. Ok, écoutez, franchement, je suis ravie, je trouve que c'est hyper intéressant. En fait, tout le monde dit un petit peu la même chose, mais vous n'avez pas le même angle d'approche, et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça montre qu'il n'y a pas une stratégie community first, il y en a plein. Je pense que c'est complémentaire aussi. Oui. Ce que disait Tony, ce que disait Paul, c'est que sans un réel message, un réel engagement, tu peux engager des peu de personnes qui vont être là, ils vont pas rester. Ça va pas être long terme comme a dit Tony. Donc, bien sûr, c'est ça, sans âme un peu. Ça serait d'avoir un truc utile, sérieux, travaillé, etc. Bien sûr. Ouais. Moi, j'ai envie de confirmer qu'en effet, c'est ça la différence notable entre marketing et communication.
C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, il y a le fait de toucher les gens, enfin de leur dire « on existe », mais aussi le fait de dire « voilà pourquoi vous pouvez venir ». C'est ça en fait la grande différence, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a aucun problème à effectivement faire un. Je pense effectivement, d'ailleurs, je souligne la performance de Larry sur un Discord du coup de plus de 3000 personnes en un mois de ce que j'ai retenu. C'est énorme de pouvoir avoir la capacité de ramener autant de personnes dans un projet. Mais après, effectivement, l'élément essentiel pour que ces personnes restent, bah, c'est effectivement ce que j'ai pu peut-être dire tout à l'heure vis-à-vis justement des valeurs, de ce qu'on veut apporter et de pourquoi on le fait. Et ça, en effet, c'est la différence entre la communication et le message, en fait, qu'on veut faire retranscrire aux personnes qui vont lire la communication et qui vont rejoindre. Parce que pour moi aussi, ce qui est essentiel, c'est de comprendre que chaque personne va suivre quelque chose pour un intérêt qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, c'est genre c'est pas une objection profonde, mais c'est au contraire du coup un intérêt en fait profond d'une personne. C'est what's in it for me, un petit peu comme on dit souvent du coup à l'anglais. C'est qu'est-ce que ça va m'apporter en fait, qu'est-ce que je recherche à travers ce projet. Tout le monde a une attente. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai pu apprendre chez Tesla, que j'ai trouvé ultra intéressant aussi même pour grandir moi personnellement, c'est set the right expectations. Il faut dire exactement ce que les autres peuvent attendre de nous. Alors, qu'est-ce qu'on va vous apporter en fait? Et si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça vous intéresse pas, bah, écoutez, tant pis. Mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on va vous apporter. On va pas promettre la lune, on va pas promettre effectivement des choses si on n'est pas à même du coup de pouvoir les fournir. Et du coup, je pense faut être rapidement très clair sur ce à quoi les gens peuvent s'attendre. Ouais, C'est un très très bon point. C'est un très très bon point. Je dirais même under promise et over deliver. Exactement. Vraiment important. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi, faut aussi souligner parce que c'est important de délivrer avant même la vente des NFT pour un projet NFT par exemple. C'est important de montrer à la communauté que, voilà, comme a dit Tony, c'est sérieux, qu'on fait des choses. Il y a déjà de la valeur ajoutée en fait dès le départ. Donc au final, on dit community first, mais pas vraiment, puisque en fait, il faut déjà avoir soit un ensemble de valeurs, oui, voilà. En fait, c'est continuel et c'est une construction peut-être en cercle progressif, quoi. Ouais, de plus en plus grand. Très, très, très intéressant. Et alors maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer immédiatement à la question éclair. Donc la question éclair, c'est un momentum de mon live. Et cette fois-ci, la question éclair, c'est vous allez tous répondre très, très rapidement. Je vais tous vous afficher d'ailleurs. En fait, c'est plus simple comme ça. Tout le monde à l'écran. Chacun à votre tour, dans l'ordre des fenêtres, là, vous allez répondre, une fois que j'aurai mis le jingle, à la question citer en fait une communauté que vous admirez ou que vous trouvez qui est sur la bonne, en bonne direction pour être une grande communauté intéressante, efficace. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Donc je lance la petite vidéo et juste après vous répondez. Voilà, on commence avec Tony alors. Alors, une communauté Web3 que j'admire, alors effectivement, je prends dans la question au sens large du terme, je dirais Avalanche. Avalanche, puisque c'est vrai que c'est une communauté en fait qui, je trouve, a su ramener l'aspect technologique très fort derrière, puisque effectivement il y a une ingénierie derrière ce projet qui est folle, avec le protocole Snow notamment. Quelque chose en fait d'extrêmement complexe. Sincèrement, du coup, quand on va lire le livre blanc, c'est pas accessible, c'est très complexe. Il faut vraiment du coup s'y connaître pour savoir un petit peu de quoi il s'agit et comment ça va fonctionner. Et je trouve qu'Avalanche a réussi en fait à créer et à fédérer surtout une communauté où tout le monde en fait va avoir un branding particulier. On voit les petits triangles rouges, on les reconnaît du coup avec les petits les PP, voilà, les petits triangles rouges en commentaire, avec les petits PP du coup partout. Il y a GM pour Good Morning, Sir, We Are Gonna Make It. Vraiment, du coup, ils ont réussi en fait à créer une communauté qui est tellement soudée, tellement solide, qui n'est vue nulle part ailleurs. Même Ethereum n'a pas su créer effectivement cet engouement. Solana n'arrive pas non plus à créer cet engouement, en tout cas, je trouve. Avalanche, ce sont des personnes qui viennent tous en fait avec une étiquette. Et ça, je trouve pour moi que c'est vraiment. J'admire sincèrement la communauté Avalanche d'avoir réussi à faire ça. Je ne sais toujours pas comment. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui est venu spontanément à travers justement ce qu'ils ont voulu proposer. Mais en effet, je trouve que pour moi, c'est vraiment un exemple. C'est un exemple. Et surtout dans le Web3. C'est avoir su en fait créer une identité en fait de marque à travers quelque chose justement où tout le monde quand même a accès du coup à Avalanche, a accès à cette blockchain de différentes façons. J'ai trouvé ça du coup très impressionnant. Et je trouve que c'est effectivement une prouesse puisqu'il faut rappeler que Avalanche du coup est très très jeune.
Ça fait que 2 ans du coup qu'ils étaient en testnet. Il y a 2 ans, ils étaient en testnet pendant environ 6 mois, 1 an. Et effectivement, voilà, c'est très très jeune et pourtant je trouve qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui est vraiment formidable. Super. Allez, à Paul maintenant. Yes. Franchement, moi, c'est en me baladant sur Twitter que j'ai compris un peu la puissance de certaines communautés. Et notamment très facile, mais Bored Ape, quand tu te balades sur Twitter, ils ont une communauté assez impressionnante. Et tu vois que les mecs, au final, ils ont adhéré à quelque chose qui les dépasse, à une vision qui les dépasse, et notamment aussi parce qu'ils ont réussi à fédérer des alphas, donc des gens qui ont été très early sur les sujets, notamment NFT. Donc c'est pour ça que, en mon sens, c'est une des communautés les plus fortes. Après, je pense que c'est nettement une plus petite communauté sûrement que Avalanche, comme Tony a dit. Je pense que c'est pas la même typologie de communauté, mais je trouve que c'est une communauté très intéressante. Super, merci beaucoup. À Larry. Et bah, du coup, Tony m'a volé mon idée parce que c'est pas Avax aussi. Donc, nous, pour le contexte aussi, on développe notre projet NFT sur Avax. Oui, parce que Humble, excuse-moi, je te coupe, mais Humble Luck Ball a migré sur Avalanche aussi, il me semble. C'est Donc ça. vous êtes sur la même, vous êtes sur la même. C'est ça. Et du coup, ouais, nous c'était assez logique pour toutes les raisons techniques déjà dont Tony a parlé. Je vais pas revenir dessus, mais aussi pour le côté écologique, éco-friendly. C'est une chaîne qui consomme très peu. Donc avec notre projet qui a pour but quand même d'aider la planète, c'était le choix logique. Et comme a dit Tony, c'est une communauté qui est très soudée, qui grossit énormément et de jour en jour. Nous, on voit déjà depuis rien que notre choix de partir sur Avalanche, le début de nos communications et là maintenant, ça a explosé. Il y a le Summit, Avalanche Summit la semaine prochaine à Barcelone. Je vois énormément de gens qui ont leur ticket, qui se préparent, etc. Donc vraiment belle communauté. Et pour du coup citer quand même une autre communauté, un projet NFT qui s'appelle Erta, qui est alors très peu connu. C'est beaucoup moins gros là que Bored Ape. Ils ont une communauté à peu près de 100 000 personnes, donc c'est déjà énorme. Hein. Et c'est un play to earn, donc c'est un jeu un peu comme les Sims, mais on va dire un peu plus évolué, un peu plus stratégique, comme un risque, mais en Sims, on va dire. Et voilà, tout ça dans le. Ah, c'est cool. Et c'est une communauté qui est très soudée, donc allez checker. Ça s'appelle comment? Erta? Erta. E-R-E-H-A. Ah, d'accord, ok. Comme Earth. Ok, bah, on ira regarder. Alexandre. Ouais, moi je vais en avoir une Web 2 parce que je viens quand même plus du Web 2. J'en ai une Web 3. Pour le Web 2, qui peut intéresser toutes les communautés Web 3, si vous voulez un modèle qui est exceptionnel d'une communauté qui shape un écosystème. Regardez ce que fait No Code France. C'est une commune spécialisée sur le no code. Et la manière dont ils se sont développés, j'ai fait un podcast avec eux, donc si vous voulez avoir leur secret sauce, c'est magique. C'est comment ils ont réussi à faire de leurs concurrents leurs meilleurs amis et de faire en sorte qu'en mettant tout le monde au pot, ils sont passés de 500 à 5000 membres il y a 1 an et demi, et qu'aujourd'hui, quand on est dans le no-code, ils sont absolument indispensables. Enfin, pour moi, c'est un exemple mondial. Hein, franchement, c'est un exemple de ce qu'ils font. Et Web3, je suis sur une petite startup SaaS sur le podcasting qui s'appelle Uncut, qui permet de transformer des podcasts en NFT. Et c'est très cool et c'est très bien mené. Voilà. Ah bah c'est hyper intéressant ça. Moi j'irai regarder. Uncut.fm. Ok. Pour finir, Mickaël, est-ce que... Ouais, c'est bon. Yes, ouais. Bah, du coup, moi, j'étais un peu aussi, ce que je dis Web 2, Web 3. Web 2, je vais aller très vite, mais des choses comme Wikipédia, que tout le monde connaît, c'est assez impressionnant, mine de rien, ce genre de communautés qui sont finalement assez vieilles, etc. Et où il y a des contributions tout le temps, il y a une asso derrière, il y a plein de choses. Et sinon, en Web 3, assez early, dans des choses que je regarde, il y a une communauté qui s'appelle Tales from the Wild, qui est lié à Doors, qui est le nouveau nom de Rocambole. Peut-être certains connaissent sous ce nom-là. Moi, je les connais très bien. D'ailleurs, on voilà.
Et en fait, il propose globalement ce que je trouve, pour y aller rapidement, c'est ce qu'on fait autour d'une table en jeu de rôle où finalement on se raconte une histoire collaborativement avec des amis, veulent le faire, mais massivement, avec des possibilités de tous les participants de participer à l'univers au choix, et puis en s'appuyant du coup sur des NFT, etc., pour justement un peu distribuer les choix et l'influence sur l'univers. Donc c'est assez early pour l'instant, mais assez à suivre probablement. En tout cas, nous, on va suivre. Ouais, ils ferment. Là, ils viennent de rouvrir, je crois, mais ils ferment et ils ouvrent l'entrée de la communauté. Moi, je suis présente depuis le début. Yes. Donc, si vous voulez me croiser sur le Discord, on peut discuter. Et puis, j'adore. Moi, je joue un peu. Hein. Bon, après, il y a des semaines où je travaille trop, je peux pas. Mais je suis dessus, quoi. Alors, super, merci beaucoup. On va passer au troisième thème. Je sais pas, Tony, il me semble que tu dois partir à midi. Il est midi pile. Non, ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. C'est Super. bon. Trop cool. On te garde avec nous alors. C'est parti. Je vous mets le troisième thème. La gamification. Alors pourquoi? Parce que je me suis dit que c'était un des leviers, enfin pour moi, hein, de façon a priori, disons, un des leviers pour peut-être pour créer, mais plutôt même pour fédérer dans une communauté. On en a déjà un petit peu parlé avant pendant ce live. Et je voulais d'abord savoir si, Mickaël, tu pouvais nous donner un peu une définition de ce que c'est la gamification. Je ne sais pas si... Yes. Je Ouais, suppose que carrément. Ouais. Carrément. En fait, la définition, déjà, on n'est pas tous d'accord entre nous, mais nous, on en a une en tout cas. Nous, on définit d'abord la gamification comme une méthode. C'est comment vous faites le process, finalement, d'aller prendre les choses dans les jeux et de le faire. Et on va dire que ça consiste à appliquer des mécanismes de jeu à un processus, une application, une situation, afin d'atteindre des objectifs spécifiques. Donc, avec souvent des objectifs d'engagement sur la durée, de fidélisation, de motiver, de former, d'impliquer. Voilà, toutes ces choses-là, globalement, je résume souvent ça en disant on cherche à avoir des passages à l'action et des changements de comportement. On ne cherche pas forcément à faire un jeu. Le but n'est pas de faire un jeu en soi, c'est de prendre des choses et de motiver avec ça. Et peut-être sur un point, je ne sais pas si c'est trop le cas ici, mais je le dis quand même, parfois on confond un peu la gamification et serious game, jeu pédagogique, etc. Le jeu pédagogique, le serious game, c'est un produit de la gamification. Pour nous, c'est quelque chose qu'on peut avoir en finale, mais qui est un jeu en soi avec des visées pédagogiques, mais ce n'est pas du tout limité à ça, la gamification. Et du coup, après... nous, là-dessus, effectivement, ce qui est important de dire aussi, c'est la gamification, c'est pas les points, les badges, les classements. C'est bien, c'est des outils très courants, ils marchent bien, ils ont été très utilisés. Il faut pas arrêter d'en faire, ça sert parfois, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut aller piocher dans les jeux. Voilà, la créativité, l'immersion, enfin voilà, il y a plein, la capacité à construire des choses ensemble. Enfin voilà, il y a vraiment pas que les badges, points, classements qui peuvent un peu réduire la gamification à finalement un truc moins désirable. Oui, c'est en fait c'est aller s'inspirer de tout ce qui se fait dans les jeux et de voir s'il n'y a pas des fils à tirer Yes. pour intéresser la communauté et la souder autour du projet. Est-ce que il me semble que Larry, vous avez prévu un jeu. Tu me confirmes? Exactement. Je veux bien savoir plus. Exactement. Non, c'est ça, tout à fait. Donc on a prévu un jeu qui va être créé par... donc on n'est pas développeur de jeu, donc on va faire avec un vrai studio indépendant, professionnel, qui va nous aider sur le développement du jeu. On voit, nous, le jeu comme un moyen de pousser d'aider déjà la communauté à se sentir impliquée. C'est un moyen aussi d'utiliser le NFT. Donc, pour pouvoir jouer au jeu, il va falloir posséder un NFT. Et donc, également, ça va être un moyen pour les utilisateurs de créer du revenu tout en jouant. On va créer un token aussi. Donc, on aura tout un écosystème Play to Earn qui va permettre justement aux propriétaires d'abeilles de se rémunérer et d'avoir finalement un retour sur investissement sur leurs dons. C'est aussi un moyen d'attirer justement des personnes, comme on disait au début, qui ne sont pas sensibilisées forcément par la cause. Et voilà, et non seulement de les attirer, mais également de les éduquer.
c'est la gamification. Je pense que pourra en parler mieux que moi, mais c'est un très bon moyen d'éduquer et de faire passer des messages. Donc voilà, c'était global et c'était pour nous un choix assez logique. Donc si je résume, quelqu'un qui achète un NFT High Five, il peut soit évidemment choisir de juste considérer ça comme un don et recevoir l'abeille en retour. Il peut aussi, s'il le veut, gagner un retour sur investissement en jouant avec. Et dans le jeu, en fait, vous allez introduire des éléments pédagogiques pour parler de la cause des abeilles. Et puis, j'imagine, plus tard, vous avez d'autres causes qui vont arriver. C'est ça. Alors, en fait, pour être plus précis, nous, on a vraiment quelque chose, comme je t'ai dit au tout début, on est parti d'un point très simple, c'était que tout le monde puisse voir l'utilité et vraiment comprendre, en fait, pourquoi NFT, pourquoi High5. Donc, du coup, l'idée, c'est que chaque action de la blockchain aura un impact positif sur le monde réel. Donc, en fait, juste après le mint, on va premièrement faire une grosse donation à un partenaire qui est pas encore annoncé, donc on laisse un peu de suspense de ce côté-là. Et on va aussi installer avec un autre partenaire en France des ruches connectées. Donc, en fait, tous les propriétaires d'abeilles après le mint, ils vont se réunir par équipe d'à peu près 100-150 personnes. Donc, ils vont créer des ruches virtuelles sur notre site, sur notre métaverse. Voilà, tout ça, c'est développé avec des dashboards, etc. Et pour chaque ruche virtuelle qu'ils créent, en fait, nous, on installe et on finance une vraie ruche. Et donc, eux, en tant que propriétaires, en tant que holders, ils vont pouvoir avoir, en fait, en temps réel, des statistiques sur le développement de leur ruche virtuelle et sur le développement de leur ruche réelle. Également, ils vont recevoir à la fin un pot de miel de la ruche qu'ils ont aidé à créer. Donc, il y a vraiment tout cet aspect monde réel aussi qui est important. Oui, c'est lié au réel. Entre la blockchain et le monde réel qui est super important. Et donc, le jeu vient, le token et le jeu vient un peu plus tard, du coup, pour encore plus récompenser finalement ces donateurs et leur permettre exactement d'avoir un retour sur investissement, soit en jouant, soit en louant leur abeille, en lendant leur abeille quand ils n'ont pas le temps de jouer ou quoi que ce soit, ou pour d'autres joueurs qui eux, n'ont pas d'abeille. On a tout un écosystème, je peux en dire trop, mais on a... Il faut vous rejoindre et aller se renseigner, lire. Voilà, donc j'ai mis le lien en bas là, de Karel Butin, qui est une association que je connaissais déjà avant. Hein. Elle est connue. On est allé les rencontrer, du coup, il y a un peu plus d'un mois à Avignon. Et ouais, ils sont superbes. Et ils viennent vendredi dans notre Discord, justement, pour faire un petit live et pour se présenter un peu, pour présenter l'action qu'on va faire ensemble un peu plus en détail. Donc, en anglais, du coup non, je pense qu'ils vont le faire en français. On aura un système de traduction. Mais voilà, je vous invite tous à venir. Ça marche. Mais alors, je vais poser une question à Tony parce que bon, j'avais pas prévu que tu restes, mais en fait, comme ça s'appelle, non, mais j'ai une question quand même. Comme ça s'appelle Humble Luck Ball, ben moi, je me suis demandé, est-ce qu'il y a un jeu, il y a quelque chose, enfin, en tout cas, il y a un rapport avec la chance. Est-ce que vous avez prévu quelque chose dans le jeu? Alors, c'est une excellente question. Alors, il n'y a pas de jeu en soi. Par contre, par gamification, moi, c'est pas que j'ai ma propre définition, effectivement, puisque du coup, le mot est assez large. Mais par contre, je pense que je peux attitrer gamification à une méthodologie, en effet, qui permet tout simplement de comprendre soit le projet, soit d'en comprendre ses valeurs à travers justement des étapes qu'un utilisateur va être à même de parcourir. Et si on entend souvent parler de gamification, c'est souvent justement dans le Web3, puisque la Web3 est très complexifiée. Et donc, cette gamification permet en fait tout simplement de mettre à disposition des outils pour qu'en fait on puisse prendre le contrôle de ces outils. Et nous, typiquement, c'est ce qu'on fait à travers notre testnet, donc pour tester justement le protocole de preuve d'entrée. C'est une capacité, j'appellerais ça gamification, dans le sens où en effet, c'est par étapes qu'on nous permet en effet d'atteindre les connaissances nécessaires et suffisantes pour comprendre non seulement la preuve d'entrée, pour participer tout simplement, et pour aussi continuer en fait à participer au cycle pour vraiment comprendre le projet. Donc c'est ça en fait que pour le coup, c'est gamification au sens large et l'idée qu'en fait il y a un parcours à passer pour jusqu'à comprendre et intégrer complètement la communauté, quoi. Tout à fait. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Ou on passe au prochain sujet, le contenu.
Parce que là, on a beaucoup de choses à dire, je pense. Donc, c'est parti, je lance le contenu. Alors, je vous explique un peu pourquoi j'ai voulu ce thème. En fait, moi, avec Funder, donc, qui est une communauté d'investisseurs Web3, donc j'essaye de construire cette communauté depuis quelques semaines maintenant. Donc, je tâtonne un peu. Et un des problèmes que j'ai rencontrés assez rapidement, c'est le contenu. Comment je produis du contenu? Est-ce qu'il y a des stratégies? Comment j'arrive à garder un rythme, etc. Et je me suis dit que ce serait intéressant qu'on se pose un peu sur cette question-là, surtout que je vais passer le jingle et ensuite je vais poser la question que j'ai à poser à Alexandre. C'est parti. Alors, mon jingle. Voilà, alors j'avais une question pour toi, Alexandre, sur ce sujet en particulier, parce que j'ai trouvé ça intéressant en fait que tu parles d'audience et de médias en fait, et je trouve ça en fait, je trouve que Airparty est très intéressant. Moi, j'ai écouté quelques-uns des quelques-uns des podcasts. Bon, déjà, c'est super quali. Pardon. Mais en fait, ce que tu disais tout à l'heure, au tout début du live, cette idée qu'en fait, finalement, une communauté, c'est une audience. Et donc, il y a peut-être un média derrière. Est-ce que toi, tu penses que c'est bien d'être finalement multiplateforme, ou est-ce que c'est pas plus intéressant de choisir un média? Toi, ça, en l'occurrence, c'est le podcast. Bon, c'est quand même sur plusieurs plateformes, j'imagine, hein, et tu le rediffuses ensuite sur les plusieurs réseaux. Mais l'idée, c'est quand même que c'est là-dessus que tu appuies ta communauté. J'aimerais bien savoir pourquoi, alors qu'on voit des marques ou voilà, d'autres communautés qui essayent de publier des articles, qui essayent un peu plein de choses. Est-ce que tu penses que c'est mieux de se concentrer sur un seul média? Ah, attends. On n'entend pas ton micro, désolé. Moi, dans Airparty, les community builders, j'essaie de les pousser à créer ce que moi j'appelle une stratégie super niche, que ce soit des solos ou que ce soit des startups ou que ce soit des entreprises un peu plus installées. Donc la stratégie super niche, c'est un peu l'inverse de l'omnicanal, c'est-à-dire on va partir du principe que vous n'avez pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de temps, ou que, on va pas s'éparpiller en créant du contenu adapté par média, quoi. Donc la stratégie super niche, c'est quoi? C'est que vous avez un pilier de contenu, d'accord? Donc toi là, Agathe, avec ta commu, c'est comme si tu décidais de faire, je sais pas, de l'audio. Donc effectivement, tu choisis de faire un long form podcast de 30 à 40 minutes. Tu pourrais décider de faire un podcast vidéo, c'est plutôt ce que tu fais là en ce moment. Et après, tu vas le versionner. Donc, si c'est de la vidéo, tu vas essayer de traduire ça en audio. Si c'est de l'audio, tu peux faire du transcript et le transformer en texte. Une fois que tu as versionné ces longues formes, donc ton pilier, il doit être unique, hein. Tu ne peux pas à la fois te dire je vais faire de la vidéo, de l'audio. Voilà. Une fois que tu as versionné, tu vas faire ce qu'on appelle du micro-content. C'est que tu vas slicer, tu vas découper en petits morceaux. Par exemple, ton live là. Et ça va te permettre d'aller en fait les placer, ces micro-contenus, sur les réseaux sociaux. Et à la fin, tu vas booster ces micro-contenus. Et cette stratégie-là, que j'invente pas forcément, qui a été un peu initiée par un type qui s'appelle Gary Vaynerchuk, et qui a théorisé ça. Il appelé ça le content stacking. Et je vous enverrai le lien si vous voulez. Ouais. Ouais, il y a des slides super complètes. Sauf que sa technique, elle est quand même plus adaptée à des avec des équipes de com et de content factory. Moi, je l'applique plutôt à des solos ou à des petites boîtes qui se lancent, et de se dire, si tu as un pilier de contenu unique au départ, que tu respectes, tu versionnes, tu découpes, et que tu n'as pas à te perdre dans des milliards de médiums différents, dans lesquels tu vas t'épuiser, dans lesquels tu ne vas pas être régulière. Donc, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est soit super niche, trouve ton pilier de contenu et vas-y à fond, quoi. Merci beaucoup. Et je note le conseil parce qu'en fait, je vais ramener tout le monde. Je sais pas, vous, quand vous avez fait vos recherches, peut-être ceux qui ont des projets là en cours, moi, en tout cas, c'est là-dessus que je suis tombée quand j'ai fait mes recherches sur comment créer une communauté, comment communiquer. Je suis tombée sur pas mal de podcasts ou de conseils Instagram avec l'idée qu'il faut absolument planifier un contenu, qu'il y a 4 piliers. Alors, le premier, c'est l'inspiration, des posts d'inspiration
donner sa vision, des posts personnels pour créer de l'attachement et du brand marketing, des posts qui parlent de son produit, service ou autre, qui est vraiment dirigé vers le client, et ensuite des posts un peu techniques pour avoir un peu l'aval de ses pairs en fait. Donc c'est un peu ce que j'ai retenu, et je me suis dit mais comment je vais faire ça quoi. Enfin franchement, je sais même pas si ça va marcher. Je vais préparer mes contenus pendant 3 semaines, et ensuite je vais faire post. Je me suis dit mais quelle horreur. Et est-ce que vous êtes tombé sur ce genre de choses, et comment vous avez réagi, comment vous avez trouvé votre stratégie de contenu à vous? Alors, qui veut répondre en premier? Vas-y, alors Tony, c'est parti. Non, je me permets de répondre en premier puisque je trouve la question super intéressante. Puisque effectivement, je pense que pour moi, ça a été un petit peu un piège de me dire, ok, donc il y a forcément des choses qui existent, il y a forcément beaucoup des méthodologies que je dois apprendre. J'ai pas le temps d'apprendre, pas forcément le temps puisque il y a pas mal d'autres choses à faire quand même. Et je me suis dit du coup, quelle va être ma stratégie en fait, qu'est-ce que je vais adopter et comment je vais le faire. J'en suis venu en fait à me poser une question très simple. C'est en fait même deux questions très simples. La première, c'est qu'est-ce que moi je veux, et la deuxième, c'est qu'est-ce que ma communauté voudrait en fait. Et la première, du coup, je la réponds tout simplement en disant qu'est-ce que moi je veux, c'est-à-dire je fais une introspection, c'est qu'est-ce qui m'attire moi comme contenu, comment est-ce que moi je m'inspire en fait sur des médias, etc. Qu'est-ce qui moi m'accroche. Alors je suis désolée, on a coupé. Donc, pardon. je suis désolée, ouais. J'ai l'impression qu'on a coupé à partir du moment où tu as commencé à donner vraiment Des plus que explications. dire que la question était bien, mais commencer à donner la réponse. Je suis D'accord. désolée. Non, moi je disais justement qu'il y avait en fait pour moi deux questions que je m'étais posées pour vraiment répondre, on va dire, à la question que toi tu te poses aujourd'hui, c'est-à-dire quelle va être la forme de contenu, comment est-ce que je vais créer ce contenu, quelles vont être mes publications, comment je vais faire. La première, pour moi, de question, ça a été de dire qu'est-ce qui moi me plaît en fait en termes de communication, tout simplement. Parce que si ça me plaît pas, j'ai pas envie de le faire. Donc, je On peut préfère pas quelque être chose- régulier, ouais. On peut pas être régulier Exactement. sur quelque chose qu'on n'aime pas faire, ouais. Bah, moi, c'est pour ça que je fais ce live. Parce que ça, j'aime bien, je veux bien. Et justement, je pense que c'est parfait, puisque après, c'est un format justement dans lequel tu vas être forcément plus spontané, qui va te faire plaisir, qui va te donner envie aussi à faire, et forcément, ça te motive en fait. Et les gens potentiellement peuvent voir aussi ce qui te motive. Moi, typiquement, j'aime bien justement faire des lives, j'aime bien parler, j'aime bien dire des choses. Peut-être que des fois, je parle trop, mais l'idée étant que j'aime bien quand même pouvoir exposer mes idées et être à même en fait, tout simplement de les expliquer. J'aime pas trop l'écrit, puisque l'écrit, effectivement, j'ai l'impression de devoir faire des pavés entiers pour expliquer aussi le fond de ma pensée. Et je pense que c'est beaucoup plus facile, en tout cas à l'oral pour moi, en tout cas. Maintenant, l'idée, c'est qu'en effet, sur la communication au niveau de Block Ball, typiquement, je me suis posé la question, qu'est-ce qui, moi, me plaît? En fait, ce qui me plaît, moi, c'est d'avoir une petite communauté, c'est d'avoir effectivement un petit cocon, d'avoir un seul canal, donc un Telegram. Comme ça, moi, je centralise en fait tout le monde. Alors que dès qu'il y a des gens qui ont des questions, on va pouvoir y répondre, c'est instantané, c'est un chat qui est super sympa, etc. Discord, par exemple, j'aime pas trop. C'est pour ça que j'aime pas. J'ai pas envie, en fait, de me mettre à Discord, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui, pour moi, du coup, on met différents canaux. Effectivement, il y a différents sujets et sous-thèmes, et c'est parfait. Et c'est juste que pour moi, en fait, ça me paraît compliqué de devoir, en fait, à chaque fois, s'il y a quelqu'un qui rentre, si moi je rentre dans un Discord, j'ai pas envie d'avoir, en fait, 50 canaux sur ma gauche. J'ai juste envie d'avoir un truc principal, de me dire, OK, dans quoi est-ce que je suis, qu'est-ce qui est important et pourquoi je le fais. Et du coup, voilà, moi, en tout cas, je n'aime pas ça. Donc c'est pour ça que j'utilise ma communication en conséquence. Et après, la deuxième question que je me pose, c'est qu'est-ce que les gens, en fait, peut-être attendent en fait d'un projet comme je vais l'expliquer. Qu'est-ce que les gens en fait veulent voir aussi. Et ça, forcément, c'est une question qui est très complexe, mais au final, il suffit simplement de demander à sa communauté existante. Donc la condition, forcément, c'est d'avoir une communauté. Mais typiquement, la question littéralement que tu poses, c'est qu'est-ce que vous faites pour que moi je puisse potentiellement faire. En fait, c'est un peu du coup ça la démarche. C'est littéralement, moi j'ai pu sonder du coup des membres de ma communauté en leur demandant tout simplement qu'est-ce que vous attendez en fait de nous, qu'est-ce que vous attendez de moi, qu'est-ce qui vous fait plaisir en termes de communication. Alors forcément, il y a des idées du coup que je peux prendre en compte, des idées qui seront, par exemple, qui ne seront pas compatibles avec moi, ma vision des choses ou avec ce que je veux faire, forcément la technologie derrière qui est en train d'être implémentée. Mais l'idée étant que quand même, j'arrive à récupérer des avis, j'arrive à récupérer en effet des choses auxquelles forcément je ne pense pas spontanément. Donc voilà, ce sont Est-ce que ça résout la problématique d'attirer des gens aussi de l'extérieur? Ou est-ce que parce que c'est quand même pas le même type de contenu?
Non, effectivement, ça ne résout pas cette problématique. La problématique, par contre, que ça résout, c'est qu'ensuite, quand on fera potentiellement du coup de la communication, on va dire de masse, quand on va essayer de toucher avec différents canaux, que ce soit des journaux, que ce soit des articles, etc., là, en fait, ce sont des personnes qui, quand elles vont venir, comprendront le message, puisqu'effectivement, Oui, on l'aura mis en place. Donc, en effet, c'est plutôt pour la deuxième étape. C'est pas la première étape, on va dire, pardon, c'est pas c'est plutôt du coup faire du marketing en ce sens. C'est vraiment, on va dire, trouver du monde. C'est avoir les contenus suffisants en fait pour trouver du monde. C'est plutôt dans le sens, en effet, comment fédérer en fait plutôt une communauté large. Je pense ouais, que ça répond plutôt à cette problématique en effet. ouais, ouais. que la première. Mais bon, c'est quand même un point très très intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire en plus. Moi, je pourrais ajouter que ce qui, selon moi, est très important. Alors, nous, en termes de contenu, on n'a pas vraiment eu de. Enfin, le problème, c'est pas posé, parce qu'on a un projet qui est très large et très dense. Donc, finalement, le contenu, il suit un peu notre roadmap où on annonce au fur et à mesure, où on explique au fur et à mesure, pour aussi que les membres comprennent bien tous les détails de notre projet. Donc, le contenu, finalement, il n'a pas été très dur à trouver. Et je pense que c'est le plus important, c'est la manière de l'apporter et donc créer un storytelling, en fait, créer une histoire, créer tout un monde autour de ce qu'on essaye de faire et préparer ça à l'avance, trouver un tone of voice, donc une manière de s'exprimer. Nous, on a apporté tout un vocabulaire où voilà, partout où on peut mettre bi, on le remplace par bi. Au final, c'est des choses qui font que la communauté se construit, se sent impliquée et vivent vraiment le projet. Et le dernier point, je pense, qui peut t'aider justement à soulager ton travail, c'est de maximiser tes chances de faire du user-generated content. Donc, ta communauté, en fait, te crée pour toi du contenu. Et ça, c'est une des meilleures manières d'acquisition et également de rétention. Donc, ça répond pour les deux. Ouais, ça c'est très intéressant. Déjà, quand tu commences à avoir une communauté, relayer ce qu'elle fait elle, c'est déjà un contenu aussi. Se mettre en avant les projets, voilà ce qu'ils font. Ça, c'est un levier que j'ai identifié personnellement. Et Exactement. Quand ta communauté commence à être impliquée, elle parle de toi aussi. Et donc, ouais. quand ta communauté parle de toi, c'est du contenu aussi que tu peux utiliser. Mais c'est vrai que vous avez un projet assez compliqué à expliquer, donc en fait, vous avez beaucoup de points, vous avez un contenu qui est un petit peu Non. naturellement, voilà, il faut que à quoi ça sert, etc. Et Paul, toi, tu viens de, Ouais. le Twitter existe depuis très peu de temps et vous avez Ouais. déjà choisi une annonce assez mystérieuse, je trouve, en termes de contenu. Ouais. Vous avez choisi de créer le suspense, en fait. En fait, nous, on s'est formalisé au code des NFT parce qu'aujourd'hui, les codes des NFT, c'est beaucoup de teasing, donc notamment sur Twitter. Donc, nous, on voulait essayer de casser les codes, mais on s'est rendu compte que, en fait, il faut partir d'un point de vue, comme l'a dit Larry, il faut avoir un storytelling. Donc, nous, on part d'un point de vue un peu macro, l'image qu'on veut renvoyer vers les gens, sans rentrer dans le détail forcément dans un premier temps, parce que notre projet, comme celui de Larry, il est assez complexe. Et si direct t'expliques tout ton projet, les gens ils vont être perdus, ils vont pas comprendre. Donc on a essayé de les accrocher avec une histoire, La vision aussi. avec la vision exactement, avec les valeurs qu'on veut essayer de transmettre. Et au fur et à mesure, en fait, un peu en entonnoir, expliquer au fur et à mesure notre projet. Et au final, on va diviser un peu nos contenus en fonction des différents réseaux sociaux. On va pas avoir du tout le même contenu sur Twitter, sur Discord et sur LinkedIn, parce que pour nous, c'était les 3 réseaux primordiaux pour notre communauté. Dans le monde des NFT, je pense que pour Larry, en tout cas, ça doit être pareil. Twitter, Discord, c'est indispensable. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, LinkedIn, si tu avais du contenu de qualité, si tu avais un projet de qualité, tu avais également une forte attraction sur LinkedIn de gens qui viennent pas forcément de cet univers-là, mais qui sont très intéressés. Ouais, moi je trouve que LinkedIn, personnellement, c'est un boulevard. C'est pour ça que je suis dessus, là, et je me suis mis dessus depuis quelques mois, parce que je trouve que justement, les contenus, moi personnellement, me plaisent pas. Et donc, je me suis dit, moi, je vais mettre des contenus qui me plaisent. Et puis, peut-être trouver d'autres gens qui font des contenus qui me plaisent. Et puis, on va échanger ensemble. Et peut-être qu'ils viendront dans ma communauté aussi à la fin. Ouais. Voilà. Et surtout, quand tu produis du contenu de qualité, je sais pas, je pense même Tony
et Michael et Alexandre, ça doit être la même chose. Quand tu produis un peu de contenu de qualité sur LinkedIn, pour le Web3, tu attires des énormes acteurs qui viennent te voir, en tout cas nous concernant, mais je pense que ça doit être pareil pour tous les interlocuteurs ici, qui se disent waouh, putain, il y a des gens un peu sérieux dans le Web3, c'est pas que des JPEG où tu vas peut-être danser dans le métaverse, dans une discothèque qui n'existe pas. Et quand ils voient des projets sérieux avec des profils sérieux et des gens qui montent leur profil, ils sont tout de suite très attirés. Donc LinkedIn, au final, tu vas attirer une autre audience. Ça va être plutôt des gros acteurs. Donc c'est des gens que tu vas pas forcément attirer sur Twitter et sur Discord, quoi. Ouais, tu es visible tout de suite de gens qui cherchent des talents aussi, parce qu'il y a quand même une chasse à l'homme un peu en ce moment, et à la femme d'ailleurs aussi. Mais il y a un peu, il y a une dynamique que j'ai trouvée très intéressante, et c'est pour ça que j'ai choisi ce média. Après, je vais voir si je peux développer aussi sur YouTube un peu avec les replays. Alors là, maintenant qu'on a fini, je pense, sur ce thème, parce que là, il commence à tarder un petit peu, je voudrais absolument que, assez rapidement, vous me disiez le mot de la fin, en quelque sorte votre message ou un appel à l'aide. Non, je rigole. Un appel, je sais pas, par exemple pour des recrutements ou quelque chose que dont vous avez besoin. Je vais mettre mon petit, c'est le dernier cette fois, mon petit jingle vidéo, et puis je vous laisse la parole dans l'ordre des fenêtres de vidéo assez rapidement pour qu'on finisse à la demi, que je puisse conclure. Voilà. À toutes, c'est parti, le message. Alors, Alexandre. Ouais, oubliez pas qu'une commu, oubliez pas de la construire, non pas pour vos membres, mais avec vos membres. Et franchement, ça n'a pas le même goût. Et donc, bien sûr, il y a de l'audience à faire, il y a un média, il y a toute une stratégie média, mais à un moment donné, il faudra faire des choses avec eux. Donc ça, c'est un message fort que je veux vous lancer. Si vous voulez lire un bouquin sur le community building, lisez Get Together. Get Together, trouvez-le sur Amazon. Ça vous dira à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le community building. Et si vous êtes community builder vous-même ou que vous lancez une communauté, rejoignez notre club, airparty.io. Voilà. Super, merci beaucoup. À Tony. Bonjour à tous. Le mot de la fin pour moi, vis-à-vis effectivement forcément du projet Unvaluable, c'est venez comme vous êtes. On a une technologie du coup qui est accessible à tous et qui vous permet tout simplement de prendre le contrôle d'une future blockchain qu'on est en train effectivement de développer. Donc le but est très simple, c'est que ce sera la vôtre en fait plus tard. Donc n'hésitez pas et justement on va construire ça littéralement avec vous, comme le dit Alexandre, puisque c'est ça en fait le plus important dans le Web3. Pour revenir sur Community First, c'est effectivement vous qui mettez en place cette solution, tout comme toutes les blockchains sont mises en place en fait par les membres qui en prennent contrôle, tout simplement. Super, merci à Larry. Eh bien, merci déjà à toi encore une fois de nous avoir accueillis pour ce live, c'était très sympa. Du coup, moi je suis ouvert pour n'importe qui veut venir poser des questions ou quoi que ce soit sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. Tous les projets également qui étaient là, je suis ravi d'échanger un peu plus en détail avec vous. Et n'hésitez pas, les abeilles ont besoin de vous. Donc oui, moi j'ai besoin de crier à l'aide pour les abeilles. Ouais. Donc n'hésitez pas à venir au moins regarder le site internet, lisez le white paper, regardez ce qu'on propose. C'est assez différent, ambitieux, mais tout est réalisable. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci à Michael. Yes, moi j'avais envie de dire qu'un des points que j'avais aussi, c'est une des clés, c'est la confiance, que ce soit dans le Web3, dans les communautés, etc. Et je pense que vraiment construire ça, prendre le temps de le faire, c'est bien. Reco bouquin, moi j'en ai un autre, j'ai celui-là qui est The Business of Belonging, qui est vraiment bien sur comment on fait des communautés qui convergent avec nos business. Et je vous mettrai les liens dans le chat. Sur la gamification, il y aura 1000 trucs à dire. Mais en tout cas, nous, on vulgarise pas mal ces sujets-là avec Feedback. On fait pas mal de choses dessus. Donc, on a un cycle de 4-5 vidéos pour vous donner les bases. Donc, je vous refile ça en commentaire sur LinkedIn. Yes, puis on mettra ça sur YouTube. Merci beaucoup. Allez, Apple, le dernier. Merci encore Agathe pour ce live, c'était très sympa et d'avoir rencontré tous ces interlocuteurs, c'était franchement très cool. Nous, pour parler de notre projet au sein de Nix Capital, c'est exactement comme Alexandre l'a dit. Nous, on crée une communauté et c'est Build by the Community. Et notamment notre DAO, en fait,
va être approuvé par toute notre communauté. Donc, c'est vraiment la base du Web3 pour nous et ce qu'on essaie de véhiculer. Merci beaucoup, Paul. Eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment à tous d'être venus. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et j'espère que ça va donner lieu à des collaborations derrière, parce que franchement, c'est un peu un des objectifs, même pas un peu, c'est un des objectifs de mon live. Je vais finir avec une petite dédicace en fait à toutes les communautés dans lesquelles je suis. Donc, il y en a une dizaine, donc je vais les dire assez rapidement. Évidemment, il y a Thunder que je suis en train de construire. Normal France, France Constituante, Frupland, la communauté des francophones de Upland, NFT Crypto Metaverse, je passe le bonjour à Thierry, Tales from the Wild, dont on a parlé récemment de Doors, Metaverse GT, je vous embrasse aussi, Alira, que je viens tout juste de rejoindre, je suis ravie d'intégrer votre communauté, les investisseuses du Web3, que je viens d'intégrer aussi grâce au live de la semaine dernière, Easy Crypto et la jungle, bien sûr, sur Telegram. N'y allez pas si vous ne savez pas ce que c'est. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous et puis on se revoit, je suppose, la semaine prochaine avec un nouveau thème et de nouveaux intervenants. Bye bye.